petit rush, oui, parce qu'on s'est pris à la dernière minute. Course effrénée dans les magasins ce week-end à la recherche des cadeaux de Noël. Bonsoir, bienvenue dans ce RTL Info, 19h. Le foie gras est aussi de saison. Les éleveurs de volailles belges ne sont heureusement pas touchés par l'épidémie de grippe aviaire. Tempête dans un verre d'eau ou affaire d'État, le président de la NVA devra s'expliquer sur sa présence à une réunion de crise au ministère de l'Intérieur le lendemain des attentats de Bruxelles. L'armée belge est sur le pied de guerre et se tient prête à évacuer les ressortissants belges si la situation politique dégénère en République démocratique du Congo. Les supporters du Standard ont finalement pu se rendre à Genk cet après-midi pour soutenir leur équipe, mais il a fallu montrer patte blanche. La Louvière, illuminée de 1000 feux au passage de la grande parade de Noël RTL, des dizaines de milliers de spectateurs ont fait le déplacement. Trouver la bonne idée qui fera plaisir à ses proches, c'était le défi pour beaucoup d'entre vous ce week-end. Des magasins exceptionnellement ouverts ce dimanche sur 2 jours. On a enregistré plus de 10 millions de transactions bancaires. À Bruxelles, le reportage de Sébastien Rosenfeld, Catherine Van Zeveren et Recep Ametage. Tout le monde connaît le refrain. Des cadeaux par milliers. À moins d'une semaine de Noël, tous les magasins sont ouverts. C'est pour qui? C'est pour ma fille. C'est un petit rush, oui, parce qu'on s'est pris à la dernière minute. Dans les galeries commerçantes, la course aux jouets commence. Il faut trouver le cadeau idéal. Cette grand-mère se demande si elle fait le bon choix. Les jeux de société, mais ça, elle en a suffisamment pour apprendre. Elle a des parents profs, donc voilà, je pense que ça lui suffit. C'est un petit peu au dernier moment ou ça va? Oui, moi, complètement au dernier moment, oui. Complètement. Je suis toujours la retardataire, mais bon, on y arrive quand même. À la caisse, les clients se précipitent pour emballer leurs présents et il y en a de toutes les tailles. Ils se sont bien comportés, ils ont eu des bonnes notes à l'école, donc oui, ils ont droit, oui. Bien Au sûr. plus gros cadeau. Au plus gros cadeau, oui. La valse des sacs se poursuit tout au long de cette journée. La liste est souvent longue, alors pas question de perdre le rythme. On va acheter le dernier cadeau, mais c'est bon, on a bientôt fini. C'est pas facile parce que bon, il faut trouver le temps de faire les courses. La semaine, on n'a pas le temps au travail, mais le week-end, on remplit bien les journées. Mais j'ai su trouver mon bonheur, donc c'est cool. Avec 10 millions de transactions bancaires en 2 jours, les Belges continuent de faire plaisir à leurs proches. De bon augure pour le chiffre d'affaires de cette fin d'année, notamment des commerces bruxellois. Ça a été crescendo toute la semaine. Et puis, on a vendredi et hier, samedi, chaque jour, on a eu au moins 50 000 visiteurs. Il reste encore quelques jours avant le réveillon. Ce n'est pas les enfants qui vont s'en plaindre. À Voren, prêt, partez. Période très dense aussi pour les producteurs de foie gras qui n'ont heureusement pas été touchés pour l'instant par l'épidémie de grippe aviaire, au contraire de la France. Manger local est plus que jamais un gage de qualité pour les clients. À Florenne, le reportage de Benjamin Braun et Anne Ludgen. Voilà, normalement les canards peuvent aller dans toute la prairie, mais là ils sont confinés, donc ils restent sous le filet. Depuis 2 mois, les mulards de cet élevage n'ont droit qu'à la liberté surveillée. Ici, les canards sont élevés au grand air, mais leur espace est réduit en raison des mesures de confinement imposées par l'AFSCA. Ça ne reflète pas ce qu'on fait en général toute l'année, les canards qui sont dans les prairies, qui courent dans l'herbe. Et là, non, on est obligé de les maintenir sur un espace beaucoup plus petit, donc il y a vite de la boue, etc. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est pas l'idéal pour eux. Heureusement pour les producteurs, aucun animal n'a été touché par le virus H5N8 chez nous. Mais les clients sont inflexibles sur l'origine du produit. C'est surtout dans tout ce qui est foie gras un peu industriel qui est peut-être plus compliqué. Mais ici, bon, c'est quand même très, très local, très régional. Je préfère venir ici que savoir que le canard est ici depuis qu'il est tout petit, qu'il est élevé, qu'il est transformé, travaillé. Je pense qu'ici, c'est là qu'on a la qualité. Donc, et puis le respect des animaux. Donc il n'y a pas de souci, je viens ici. Je préfère, j'en mets en grande surface. Les Belges sont les 4e plus gros consommateurs de foie gras du monde. Il n'y a pourtant qu'une dizaine de producteurs sur notre territoire et cette année, beaucoup de traiteurs et de restaurateurs se tournent vers le produit fabriqué localement. Parce que de toute façon, en Belgique, on ne produit pas assez pour ce qu'on consomme. Donc il y a une grosse partie qui venait de France. Donc, mais comme ils sont touchés et qu'ils ont déjà eu un épisode au printemps,
La production est beaucoup plus limitée. En France, le prix au kilo a même grimpé de 10 €. Ce phénomène n'est pas à l'ordre du jour chez nous. En théorie, les contrôles routiers devraient être renforcés en cette fin d'année. En théorie, car les policiers pourraient partir en grève. Une façon de dénoncer le manque de moyens auxquels ils doivent faire face. Un SOS qui pourrait être mal interprété par les automobilistes. Un thème débattu sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Compte rendu avec Arnaud Gabriel. Ce genre de contrôle n'est pas rare en cette période de fin d'année. C'est presque devenu une habitude et pourtant un mouvement de grève pourrait venir tout chambouler et les contrôles routiers fortement diminuer. Un message presque criminel que vous lancez aux gens, alors que répondez-vous à ça? C'est pas un message criminel. Il faut savoir que les collègues qui sont derrière ce message, c'est toute l'année, leur volonté, c'est de faire de la sécurité routière. C'est eux qui vont sur les accidents, c'est eux qui constatent les accidents, qui voient les effets des accidents sur les autoroutes. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, l'idée de voir des contrôles disparaître est loin de faire l'unanimité. Le signal envoyé aux automobilistes n'est pas bon du tout. Il n'y a que les chauffards qui ont envie de rouler vite ou ceux qui ont l'habitude de rouler bourrés qui sont satisfaits de cette remarque-là. Le paradoxe, c'est que ce mouvement est en réalité un appel à l'aide pour garantir la sécurité sur les routes toute l'année. Oui, actuellement, 32 véhicules ont plus de 250 000 km. Il faut en remplacer 124 l'année prochaine et il y a uniquement l'argent pour en remplacer 68. Il manque aussi des hommes, paraît-il. Oui, donc un policier sur 4 est absent. Il y a 24% sur tout l'ensemble de Belgique. La police fédérale est 24% d'effectifs trop courts. Une certitude, quoi qu'il arrive, il y aura bien des contrôles au niveau des zones de police locales. D'un côté, c'est la police fédérale, de l'autre côté, nous avons les zones de police. Et chaque zone de police donc, organise les contrôles selon donc, les capacités qu'ils sont. Donc il y a assez d'hommes? Oui, oui, tout à fait, il y a assez d'hommes. Donc il faut savoir qu'on est contrôlé sur les routes. En cette période de fin d'année, 23% des accidents sont dus à l'alcool. Peut-être la fin de vol en série à Liège. La police a arrêté 2 personnes hier, un couple de sans-abri déféré devant le parquet de Liège. Une vingtaine de commerçants du centre-ville ont été victimes de cambriolage début du mois. À chaque fois, le mode opératoire était le même. L'enquête a mené à ces 2 suspects. Politique, nouvelle polémique au sein du gouvernement. Au lendemain des attentats de Bruxelles, Bart De Wever a assisté à une réunion de crise en présence de hauts fonctionnaires de la police au sein du ministère de l'Intérieur. Une présence qui sème le doute. L'opposition crie à la faute grave. Le MR tempère. Mathieu Coll, Steve Daman. 23 mars, réunion de crise au cabinet du ministre de l'Intérieur. Yann Yambon a convié tous les hauts responsables de la police. Mais Paris Match Belgique révèle qu'autour de la table, il y avait aussi Bart De Wever. Mais que fait donc le président de la NVA à cette réunion où il est question des ratés dans la transmission des informations entre la Turquie et la Belgique à propos de l'arrestation en juin 2015 d'un futur kamikaze des attentats de Bruxelles? La présence de Bart De Wever est un vrai problème. Il n'avait absolument rien à faire là. C'est une réunion entre le ministre de l'Intérieur et des chefs de la police. Il y a là des informations confidentielles. Dans tous les cas de figure, c'est totalement inacceptable. Ça doit être condamné avec la plus grande fermeté. 2 jours plus tard, à la Chambre, Yann Yambon charge un seul homme, l'officier de liaison en poste en Turquie. Cette attaque aurait-elle été préparée en concertation avec le président de la NVA? Est-ce que vous pensez qu'il a influencé la suite en étant présent à cette réunion? C'est la question qui se pose et nous allons la poser dès demain en commission d'enquête de manière ferme. Pour nous, c'est une faute et c'est vraiment inacceptable. Pourquoi Bart De Wever était là? Quelle était sa place? Avait-il des habilitations de sécurité? Comment se fait-il que finalement un officier de liaison est mis en cause à la place du ministre? C'est une confusion des genres. Je me demande ce qu'en pense d'ailleurs le Premier ministre qui n'assiste pas à cette réunion. C'est tout à fait inadéquat. Le Premier ministre qui ne veut faire aucun commentaire. Le porte-parole du MR, par contre, lui déclare: quoi de plus banal qu'un ministre envisageant de démissionner consulte son président de parti? C'est une tempête dans un verre d'eau. Et c'est ce qu'argumente aussi la NVA. C'était une réunion politique. Mais alors pourquoi en présence des hauts responsables de la police? La question sera donc de savoir si Bart De Wever a assisté à toute la réunion ou seulement à une partie. Yann Yambon sera entendu demain par la commission d'enquête sur les attentats. J'ajoute que demain, l'invité politique de la matinale sur Bel RTL sera le chef de file des libéraux wallons, Pierre-Yves Géolet. Il répondra aux questions de Martin Buxan. Rendez-vous à 7h50.
Le C-130 de l'armée belge, qui était refoulé par les autorités congolaises, transportait une équipe d'une dizaine de militaires formant un détachement d'agents de sécurité. Leur mission était de renforcer la protection du consulat de Belgique à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. La défense précise qu'elle suit de près l'évolution de la crise politique au Congo. Je vous rappelle que le président Joseph Kabila refuse de quitter le pouvoir et se heurte à l'opposition. L'armée belge se tient prête s'il fallait évacuer les ressortissants belges qui se trouvent sur place. Écoutez à ce propos le ministre de la Défense, Steven Van den Put. On verra ce qui va se passer, mais ce n'est pas quelque chose qui est très rassurant. Aujourd'hui, il n'y a pas de question d'évacuation, alors on attend, on se prépare. Mais si nécessaire, il faudra avoir l'accord du Congo de faire une sorte d'évacuation. Une manifestation pro-kurde a réuni une centaine de personnes aujourd'hui à Charleroi. Les manifestants ont voulu dénoncer les dégradations de cette semaine au centre culturel de Kurde de Gili et éviter une escalade de la violence. Une action encadrée par un important dispositif policier. Tout s'est passé dans le calme. Des images de Gaëtan Zanqueta. Un drame est évité de justesse hier soir à Charleroi. 2 hommes ont failli se noyer dans la Sambre. L'un s'est jeté dans l'eau et l'autre a voulu lui porter secours. Les pompiers ont pu heureusement arriver à temps. Julien Crête, Patrick Lejuste, Fabien Vanhove. 3 heures la nuit dernière, l'intervention des pompiers de Charleroi prend fin. Le plongeur dépêché sur place rejoint le chemin de halage, juste à côté de la Sambre. Les 2 personnes qui s'y trouvaient sont sauvées. Une demi-heure plus tôt, les secours avaient été envoyés sur place, en cause 2 fêtards, semble-t-il, au comportement irresponsable. Un des deux a sauté volontairement dans la Sambre, pour une raison encore inconnue, probablement due à une sortie peut-être trop arrosée du samedi soir. Et le deuxième a plongé pour le sortir de l'eau. Seulement là où ils étaient, c'est-à-dire derrière nous ici, il n'y a pas possibilité de remonter sur la berge. Durant l'intervention, les pompiers ont encordé les 2 personnes pour les hisser sur le rebord. Un dispositif médical est mis sur pied pour réchauffer notamment le plus rapidement possible les victimes. Quelques heures après les faits, les pompiers reviennent sur l'intervention du 2e homme qui s'est volontairement jeté à l'eau. Aller sauver une personne, c'est tout à fait honorable. Mais bon, si cette personne, par exemple, s'est raccrochée d'elle-même à quelque chose où elle n'est pas vraiment en danger, je pense que le mieux, c'est d'attendre les secours. Maintenant, si on voit vraiment qu'il y a un danger imminent, ben là, si on a les capacités, et si on a les capacités seulement, on peut le faire. Les 2 personnes ont été transportées dans un hôpital de la région. En état de choc, elles sont néanmoins hors de danger. En bref, à l'étranger, en Syrie, des bus chargés d'évacuer des habitants de 2 localités pro-régime ont été attaqués par des hommes armés. Mais cet incident ne devrait pas remettre en cause l'évacuation très attendue des quartiers rebelles d'Alep. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit d'ailleurs se prononcer aujourd'hui sur l'envoi d'observateurs pour superviser les évacuations et garantir la protection des civils. Résolution à laquelle la Russie est opposée. Et puis 7 personnes ont été tuées lors de l'attaque d'un site touristique en Jordanie. Parmi les victimes figure une touriste canadienne. On revient chez nous avec cette semaine la nomination très commentée de Sophie Dutordoir à la tête de la SNCB. Avec le ministre de la Mobilité, ils doivent relever de nombreux défis. La ponctualité des trains, souvent critiquée, investir dans les infrastructures, le fameux RER. Bref, ce duo redonne-t-il espoir aux usagers du rail? C'est le débrief RTL Info préparé par Justine Sau. Une nouvelle patronne à la SNCB. Je suis tout à fait enthousiaste, dynamique pour relever le défi. Un défi de taille car les trains en retard font bondir les passagers qui s'en prennent au ministre de la Mobilité. Alors Belot, au lieu de chauffer ta place, viens sur le terrain. Merci. Belot Dutordoir, le nouveau duo promet de faire mieux que ses prédécesseurs. Alors qu'en pensent les principaux intéressés, les nafteurs et passagers de la SNCB? J'ai un plaisir particulier d'abord à respecter la ponctualité. Nous avions annoncé une conférence de presse à 17h, il est 17h. Quoi de plus symbolique que d'arriver à l'heure pour présenter la nouvelle directrice de la Société des chemins de fer. Sophie Dutordoir, ex numéro 1 d'Electrabel, prend les rênes de la SNCB.
Elle promet d'en faire une entreprise moderne. C'est-à-dire une entreprise où le client sera vraiment au centre de toutes nos préoccupations et où chaque décision qui devra se prendre devra être mesurée à est-ce qu'elle rapporte quelque chose pour le client et le rend plus content par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Il faut dire que le client s'est souvent plaint ces dernières semaines. Big Feminist Vélo, il est 8h moins 20 et on a pris le train de 6h. Voilà où nous sommes. 1h40 de retard. Pour patienter, Maria filme les passagers débarqués sur le quai. C'était il y a 10 jours, à Anse. Donc voilà, on commence vraiment à en avoir ras-le-bol. L'incident vient s'ajouter à une longue liste de problèmes observés sur le rail depuis la rentrée notamment. Que fera Sophie du Tordoir une fois en place? Le ministre Belot pense qu'elle pourrait bien faire la différence. Elle a eu une expérience de la mutation d'une grande entreprise qui peut être comparée un peu à ce qui doit se passer à la SNCB, ce qui s'est passé avec la division d'Infrabel et SNCB. Un profil de manager intéressant et un parcours inhabituel. Il y a quelques années, Sophie du Tordoir a même ouvert une épicerie fine, à la surprise générale. Une ex-indépendante qui travaille dur, ancienne directrice de grande entreprise, qu'en pensent les principaux intéressés, les clients de la SNCB. À première vue, les passagers sont sceptiques. A priori, ce n'est pas une candidate qui avait des connaissances au niveau ferroviaire, mais bien au niveau managérial. Je crois qu'outre le fait de nommer une nouvelle personne à la tête de la SNCB, il faut pouvoir donner les moyens financiers et humains nécessaires pour réaliser les objectifs. En d'autres termes, il faudra bien investir. Seulement voilà, l'entreprise doit économiser environ 3 milliards d'euros d'ici 2019. Il y a aussi le RER à finaliser avec Infrabel, le gestionnaire, sans parler des grèves qui surviennent régulièrement. Ces dernières années, la SNCB a connu quelques ratés. La SNCB a peut-être trop d'idées et ce n'est peut-être pas uniquement de sa faute par une vision à court terme de rentabilité et d'autonomie et pas une vision à long terme d'un schéma de mobilité qui puisse être le meilleur. Le duo Belot du Tordoir tiendra-t-il toutes ses promesses? La nouvelle directrice se donne 3 mois pour étudier les principaux défis de la SNCB. On vous parlait de la course aux cadeaux en début de ce journal. Pour lutter contre la surconsommation, plusieurs membres de l'ASBL, les Amis de la Terre, ont mené une action originale cet après-midi dans le métro bruxellois. C'est en chanson qu'ils ont interpellé les navetteurs. Loïc Parmentier, Ghislain Federspiel. Peut-être que pendant ces fêtes de Noël, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose qui coûte cher dans les magasins, mais on peut s'offrir des moments comme celui-ci en toute simplicité. Voilà pour l'annonce et de la parole au geste, voilà le cadeau. Cette année, c'est quoi on va fêter sans claquer tout notre blé. Hey, hey. Quelques chansons dans le métro jouées gratuitement pour le plaisir d'offrir. Cette SBL, les Amis de la Terre, sensibilise pour des dépenses de Noël à consommer avec grande modération. L'idée, c'est de le faire à chaque fois qu'il y a une fête qui utilise la consommation. Donc si la Saint-Valentin se prête aussi à la consommation, on se prête aussi à ce genre d'exercice. Et cet après-midi, il y avait sans doute de la magie de Noël dans l'air. Après 5 minutes dans le métro, voilà ce que cela donne. Des sourires. Certains passagers dansent et parfois même se mettent à chanter. Il en faut peu pour être. Reste à voir s'ils vont opter pour un Noël sans payer de cadeaux. Je vais acheter des cadeaux, évidemment, oui. Vous n'allez pas suivre leurs conseils? Si, aussi, mais évidemment. Mais on donne aussi autre chose que les cadeaux. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que j'ai décidé. J'ai déjà acheté quelques cadeaux. Bon, ce sera sans doute pour l'année prochaine. Beaucoup sont en tout cas repartis avec un peu d'esprit de Noël, comme une petite ritournelle qui trotte dans la tête. Elle contribue à la magie de Noël, les boules que l'on accroche au sapin. Si vous souhaitez renouer avec la tradition qui remonte au 19e siècle, des artisans verriers les soufflent encore à la bouche. Certains visiteurs ont même pu tenter l'expérience à Charleroi, au musée du verre. Aurélie Henneton, Gaëtan Dolé. Très bien, parfait. Ancienne ébéniste, Guy tente d'apprivoiser le verre. Ce pensionné souffle sa toute première boule de Noël. Les gestes sont techniques, précis, la découverte totale. En tournant doucement, regardez, la forme, elle va se mettre belle par elle-même. Le plus dur, c'est de garder le mouvement, de tourner la canne et de souffler régulièrement. Parce qu'il souffle trop fort, la boule explose finalement. Non, c'est vraiment bien. C'est à faire. Je vais la mettre dans mon sapin cette année ici. Nous, on a l'habitude de
au quotidien de voir du verre partout, mais là, on voit vraiment la matière première, comment elle se transforme, et c'est très impressionnant. Le verre en fusion entre et sort du four à plus de 1000 degrés, comme le faisaient les maîtres verriers vosgiens au 19e siècle. La légende veut que les boules de Noël y soient nées. À l'époque, ils mettaient des pommes sur leur sapin. Et il y a une année, il y a eu une pénurie de pommes. Donc du coup, on a demandé aux verriers de faire ce que maintenant on appelle des boules de Noël pour remplacer les pommes qu'on mettait sur le sapin. De nos jours, le plastique remplace souvent le verre, mais sans en avoir la magie et d'autres qualités. Le verre consomme énormément d'énergie, mais il a l'avantage d'être totalement recyclable. Et donc nous-mêmes, nous travaillons avec du verre recyclé. Donc tout ce qui est cassé, etc. n'est absolument pas perdu et remis à fond pour refaire autre chose, recréer autre chose et ainsi de suite. Les artisans du verre résistent avec inventivité à la concurrence des pays de l'Est et à l'industrie et ses prix imbattables. À l'époque, il y avait les vaisseliers, pendant les mariages, les listes de mariage, c'était un peu plus commun d'offrir un beau verre, d'offrir un beau service. Maintenant, il n'y a plus tout ça, mais il y a d'autres choses. On a les luminaires, le design qui sont plus présents, donc c'est peut-être aussi aux verriers de se tourner vers d'autres marchés. Angeline arrive en partie à vivre avec les boules de Noël et leurs variations, comme cette suspension florale devenue son best-seller. Pour suivre des images inédites de la reine Mathilde que l'on n'a encore jamais vue. Elle remonte à 1999, juste la veille de son mariage, en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. On y voit celle qui allait devenir la princesse Mathilde, répétée avec un voile pour se mouvoir dans l'église sans difficulté. Le roi Philippe, quant à lui, a participé avec 3 de ses enfants au Warmaton, une course sportive à Bruxelles qui rassemble des milliers de personnes pour une opération caritative de la chaîne flamande VRT. En sport, le boxeur bruxellois Riyad Merhi est en grande forme. Il l'a confirmé hier soir au RTL Spirodome de Charleroi en battant l'Américain Max Alexander. Une victoire par KO technique au 11e round. Riyad Merhi conserve ainsi son titre intercontinental WBA des lourds légers. Mathieu Langer, Anne Rué. 11e round, Riyad Merhi décide de passer à l'action. Une droite ravageuse qui envoie Max Alexander dans les cordes. Le nez ensanglanté, l'Américain s'incline par KO. Merhi confirme sa suprématie dans la catégorie lourd léger au terme d'un combat intense. Comme je savais que c'était un gars d'expérience, j'ai préféré être dans la sécurité, travailler à mon aise. J'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé sur... j'ai pas beaucoup utilisé ma droite, mais elle a été efficace au bon moment. D'entrée de jeu, le boxeur bruxellois donne le ton, évite les coups et passe à l'offensive. Plus affûté physiquement, le tenant du titre intercontinental WBA maîtrise son adversaire, pourtant bien plus expérimenté que lui, dans un Spirodome plein à craquer. On est monté d'un cran, l'adversaire qui est là, c'est vraiment du haut niveau. On est dans la cour des grands, c'est la Champions League. L'adversaire était vraiment costaud, on a pu le voir. On comprend maintenant pourquoi il n'a jamais perdu avant la limite, mais en ayant boxé Roy Jones. Ici, Riyad a été patient. Grâce à cette belle victoire, Riyad Merhi totalise désormais 22 victoires en autant de combats et franchit une étape importante de sa carrière. À 24 ans, il intègre le top 10 mondial de sa catégorie, prêt à conquérir le monde l'année prochaine au sommet de la boxe internationale. On poursuit l'actualité sportive avec le RTL Sport dimanche, un tour d'horizon qui débute par la CAN 2017 et la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations, Thibaut Balthazar. Samba s'avance fièrement dans cette billetterie gabonaise. La mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations reçoit le premier billet du match d'ouverture de la compétition de football. La rencontre opposera le Gabon, le pays hôte de cette CAN 2017, à la Guinée-Bissau le 14 janvier prochain. La finale du tournoi continental est prévue pour le 5 février 2017 et le pays de l'extravagante panthère Samba compte bien être de la partie. Les Français se sont fait remarquer aux États-Unis. Pour la première étape de la Coupe du Monde de ski halfpipe, Kevin Rolland a régalé l'assistance avec des sauts parfaits.
Sa compatriote Marie Martineau s'est elle aussi illustrée en remportant la compétition dames. Je me sens super bien. La grande difficulté pour moi n'était pas la performance sportive, mais de supporter la pression parce que je savais que j'avais de bons skis et que je pouvais réaliser un truc sympa. Et visiblement, elle fut très satisfaite de sa performance. Nouvelle récompense pour le pilote Nico Rosberg. Il a reçu en Allemagne le prix de conducteur de l'année. Le champion du monde en titre a quitté la Formule 1 et prépare déjà sa reconversion. Pour l'instant, je n'ai encore rien de concret, mais j'ai bien sûr besoin de challenge dans ma vie et j'espère peut-être dans d'autres secteurs. J'aimerais être impliqué dans la moto d'une façon ou d'une autre parce que je suis encore un fan de notre sport. À part ça, priorité à la famille. En attendant, le nom de son successeur comme deuxième pilote Mercedes n'a toujours pas été révélé. Voilà un habitué des gros rouleaux. Dans la mer norvégienne, le triple champion du monde australien Mike Fanning surfe des vagues de plusieurs mètres. Rien d'inhabituel pour cet accro aux sensations fortes, si ce n'est le fait qu'il décide de réaliser l'exercice de nuit. Et pour cause, à cette période de l'année, le Grand Nord est le théâtre d'aurores boréales, un spectacle époustouflant. Je pense que c'est l'une des plus belles sessions de surf que j'ai jamais réalisées dans ma vie. C'était dingue. D'abord la neige, ensuite un coucher de soleil de 3 heures. C'était incroyable, comme un tableau. Un paysage qui aurait sans doute inspiré les plus grands impressionnistes. Je vous le dis en titre, les supporters du Standard ont finalement pu se rendre à la Crystal Arena pour soutenir leur équipe cet après-midi. Après les incidents à Charleroi, ils avaient été interdits de stade par leur club, mais l'Union belge en a décidé autrement. Une venue sous haute protection et sous condition. Mathieu Langer et Gaëtan Delay les ont suivis. 12 heures. Jean-Luc finit de vérifier sa liste de supporters. 62. Ce match à Genk a été préparé en dernière minute et des mesures de sécurité plus radicales lui ont été imposées par la Ligue belge de football. On a dû remettre le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et on aura les tickets uniquement que sur le parking là-bas de Genk sur base d'une pièce d'identité et que ça se rapporte notamment à la liste qui a été remise au Standard. La levée de cette interdiction de stade a soulagé les supporters. Soulagé parce que nous autres en tant que vrais supporters, on les suit quand même de tous côtés, donc c'était vraiment quelque chose pour nous assez triste puisque bon, c'est notre sortie du week-end, on aime bien, c'est notre passion. En route vers Genk, dans une ambiance bon enfant. Une fois arrivés sur place, les Liégeois attendent les stewards afin de recevoir leur sésame, car désormais, chaque place est nominative. S'il y avait quelqu'un qui viendrait sans avoir remis son identité, effectivement, il n'aurait pas sa place et il est susceptible d'être arrêté administrativement. Il y a d'autres matchs, il y a un Anderlecht-Charleroi où il y a eu 10 fois pire que ça, voire d'autres matchs, je ne peux pas les citer tous, mais où il n'y a aucune sanction. Donc à un moment donné, on se pose quand même la question, est-ce qu'on en veut vraiment pas au Standard, quoi, voilà. Après avoir été fouillés, dans les tribunes, les Rouges restent fidèles à eux-mêmes. Le match bat son plein jusqu'au coup de sifflet final. Tout s'est bien passé, quoi. Donc des chants comme d'habitude, quoi. Pas d'incident. Ces mesures renforcées seront remises en place dans 10 jours à Saint-Tron. Ce soir, escortés par la police, les quarts des 700 supporters du Standard sont retournés en cité ardente en toute sécurité. Le Standard qui loupe l'occasion de recoller au top 6. Réduit à 10, les Rouges partagent l'enjeu avec Genk. Score final 2 buts partout. Résumé de la rencontre avec Arnaud Gabriel. Genk Standard, c'est avant tout un duel musclé. Pas de cadeau entre ces deux équipes qui veulent absolument gagner. En moins de 3 minutes, le ton est donné. Le stade se met à vibrer. Collet, complètement seul au premier poteau, place une tête de toute beauté. 1-0. Un centre ici et un centre là-bas. Le résultat est le même. Le Standard recolle au score avec Orlando Sa en partout. Genk de son côté s'offre quelques belles occasions comme ici, mais à force de gaspiller, pendant ce temps les Rouges s'affûtent. Une fois, 2 fois, puis 3 fois, certes un peu brouillon mais efficace. Voilà le Standard aux commandes grâce à Belfodil. 1-2.
Ce geste déplacé de Mbenza n'en vaut pas la peine et fait tout basculer. Carte rouge, le Standard est à 10 contre 11 pendant 30 minutes. Alors Hubert continue son one-man show. Mais finit par craquer sur cette tête de Samatta, imparable. Genk aurait peut-être pu avoir un penalty, mais l'arbitre ne siffle pas. 2-2, le score sonne finalement un peu comme une défaite pour les deux équipes. Et parmi les autres rencontres de la 19e journée de championnat, hier soir, on retiendra les victoires de Lokeren, Malines, Charleroi et Saint-Tron. Ostende et Zulte Waregem partagent l'enjeu, un but partout. Au classement général, Zulte Waregem est en tête avec 36 points, suivi du club de Bruges qui joue ce soir et de Charleroi. Le Standard est donc 8e. Et puis le Real Madrid clôture l'année en beauté par une victoire au mondial des clubs, 4-2 contre le club japonais de Kashima Antlers, aujourd'hui à Yokohama. Le 3e titre de l'année pour Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, et son entraîneur Zinedine Zidane. Allez, revenons à cette grande tradition, la grande parade de Noël RTL. Un spectacle féerique qui illumine ce dimanche les rues de La Louvière, défigurant le Père Noël, des kilos de bonbons, sans oublier vos animateurs et journalistes préférés. Bref, de quoi passer un moment enchanté, comme on va le voir dans ce reportage de Thibaut Balthazar et Recep Ametaj. Ils se sont déplacés en masse pour assister à la parade RTL et rencontrer leurs animateurs préférés. En 2008, La Louvière accueillait le cortège pour la première fois. Qu'est-ce que j'ai en 2008 ? Et qu'est-ce qui vous a plu la première fois pour que vous reveniez à nouveau ? Tout m'a plu. Yes, tout ça, j'ai fait tout. À chaque fois je viens, et c'est génial. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Ah, tout, les gens sympathiques et tout, Bataclan. Oh, c'est magnifique. C'est beau, c'est magique. Le régional de l'étape, c'est lui, Olivier Leborgne, qui vous réveille le matin sur Bel RTL aux côtés d'André Lamy, est originaire de La Louvière. Si on m'avait dit quand j'étais tout petit, tu verras un jour tu vas défiler sur un char, jamais j'aurais cru. Et ben voilà, c'est La Louvière, c'est un côté, c'est le folklore. Ils sont habitués hein, avec le carnaval, avec décrocher la lune. Regardez. C'est la deuxième fois que Jean-Michel Zeka participe à la parade. Il reste émerveillé par la magie de l'événement. C'est un moment très particulier. Particulier parce qu'on est un peu en hauteur, on lance des caramels mous à des gens qui se battent pour les avoir. Il y a un côté assez magique quand même. C'est la 12e année consécutive que la parade RTL sillonne la Wallonie et Bruxelles. Plus d'1 700 000 personnes ont déjà assisté au passage d'un train qui garde quelque chose de magique. Il est un petit peu notre Père Noël à nous. On retrouve Christophe Giltet en direct de la Louvière. Bonsoir Christophe. Ils étaient 70 000 la semaine dernière à Bruxelles. Est-ce qu'ils sont aussi nombreux ce soir ? Oui Caroline, et d'ailleurs je vous présente le Père Noël qui s'est arrêté exprès pour nous. Et je suis ici avec toute l'équipe d'RTL qui était sur un des chars. Une ambiance formidable. On estime au moins 70 000 personnes qui s'étaient déplacées ici à La Louvière où le centre-ville était complètement noir de monde. Une ambiance de folie comme on en connaît toujours lors de cette parade Noël quand on se déplace en Wallonie. Aujourd'hui, c'est comme à chaque fois un moment extrêmement chaleureux avec des familles, des enfants. Bonjour messieurs, dames. Tout va bien ? Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je vous raconte pas, on a passé un moment merveilleux, hein. Voilà. C'était extraordinaire, vraiment. Extraordinaire, vraiment formidable. À venir, faut venir. Voilà, et donc je me permets de vous souhaiter à tous, avec une semaine d'avance, un très très joyeux Noël. Merci beaucoup Christophe, et embrassez tous nos petits camarades qui sont derrière vous. Et puis j'ajoute que ce matin, des motards au grand cœur déguisés en Père Noël justement se sont baladés dans les rues de Bruxelles. Ils ont chevauché leur Harley pour faire preuve de générosité et distribuer des bonbons aux enfants. Direction Paris, où se tenait aujourd'hui la 13e édition de Top Model Belgium. 160 jeunes de 14 à 27 ans étaient jugés par un jury de choix. Adriana Carambeu, Pamela Anderson ou encore notre collègue Michel Demagde. On découvre le reportage de Mélanie Renda et de Nico Dron. Les plus belles créatures du plat pays sur les planches du mythique Lido de Paris. Invités de marque, vêtements haute couture, le spectacle a tout d'un grand défilé. Les mannequins girls
on se prépare, c'est à vous dans pas longtemps. Un peu plus tôt, à moins d'une heure du coup de feu, le compte à rebours est lancé pour Angélique. Dernière retouche maquillage avant de monter sur scène. Je me sens à l'aise, tout va bien. J'ai déjà participé en 2004 à Miss Belgique, puis en 2007 à Top Model Belgium. J'ai l'habitude. Elle doit défiler devant un jury de professionnels, des acteurs, des photographes. Le concours prend des allures de Cannes. C'est Top Model, donc il va avoir une panoplie de belles personnes dans plusieurs catégories. J'ai hâte de voir ce que la Belgique a à offrir. J'aime bien, je trouve que c'est sublimé, les êtres, les femmes, les garçons. C'est décontracté, un peu fashion rock'n'roll. Et moi j'attends simplement de qu'ils soient eux-mêmes. Et puis c'est le coup de cœur, ce genre de choses. En coulisses, le stress monte. Faire attention à la marche en triangle là. Tous veulent la première place à la clé, un voyage en République dominicaine et de belles opportunités. J'espère que ça m'ouvrira des portes parce qu'en fait c'est mon rêve, mais si je gagne pas, c'était quand même une bonne expérience. Au total, 160 Belges de 14 à 27 ans, ils sont tous repartis la tête remplie de souvenirs, comme Angélique, qui a finalement remporté un prix. Cinéma en salle aujourd'hui, un film d'animation franco-canadien qui n'a rien à envier aux super-productions américaines. Ballerina, une très belle histoire qui pousse à croire en ses rêves. On la découvre avec Vanessa Polofris. On se plonge dans l'histoire de Félicie, qui veut à tout prix devenir danseuse étoile. Où est Félicie? Depuis que je suis toute petite, je pense qu'à danser. Félicie est une jeune fille pleine de vie. Son meilleur ami Victor et elle décident de quitter l'orphelinat pour concrétiser leurs rêves. Tu deviendras la meilleure de toutes les danseuses et moi, le plus grand inventeur de tous les temps. J'aime beaucoup ce personnage de Victor parce que il est aussi, il y a ce côté maladroit, ne serait-ce que dans ses inventions. Avec, il y a une scène au début où il essaie d'inventer des ailes de poulet et ça foire totalement. Et avec Félicie, il y a plus que de l'amitié pour lui, mais il ne sait pas trop comment l'exprimer. Donc j'ai bien aimé ce décalage. Il est sûr de lui dans les inventions, mais le résultat, généralement, c'est pas terrible. Tout comme Victor, Félicie va devoir s'accrocher pour devenir danseuse à l'Opéra de Paris. Vous avez toutes travaillé dur, sauf vous. Chaque jour, l'une d'entre vous sera éliminée. Tu n'as qu'une adversaire, Camille. Sa technique est parfaite. Tendu, plié. Demain matin, entraînement à 5h. 5h du matin? C'est un très beau rôle. Parce qu'elle est courageuse, enjouée, qu'elle se relève, elle se prend des baffes énormes et puis hop, elle est debout tout de suite après, elle repart et puis en même temps elle réfléchit, elle intègre, elle voit, parce qu'elle fait des erreurs et elle s'en rend compte. Ballerina est une très belle production franco-canadienne, un film magique qui n'a rien à envier aux grosses productions américaines, qui plaira aux filles, bien entendu, mais qui ne laissera pas non plus les garçons indifférents. Il dit que je vais devenir une étoile. C'est ce que je t'ai toujours dit. Mais lui, il est trop intense. C'est un film vraiment qui pousse à croire en ses rêves et c'est un hommage à Paris aussi. Donc pour tous ces arguments, je me suis dit, puis c'est un film d'animation français, je voulais faire partie de cette aventure. C'était un des premiers vraiment qui aujourd'hui peut rivaliser avec les films d'animation américains. Donc j'ai dit oui tout de suite. Il faut jamais renoncer à ses rêves. Danse avec tout ton cœur. Avant de se quitter, on va découvrir l'image du jour à revoir sur rtlinfo.be. La course dans les magasins pour trouver les cadeaux de Noël. Sur 2 jours, plus de 10 millions de transactions bancaires ont été enregistrées. Voilà qui referme sur RTL Info 19h. Merci d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité chaque jour et chaque week-end. Dans un instant, la météo suivie de Votez pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.